Alors, on va reprendre, on va poursuivre le cours qu'on avait entamé il y a 2 semaines concernant les architectures microservices. Donc, je rappelle que la dernière fois, donc j'avais l'occasion de vous montrer comment implémenter une architecture microservice. Bon, je vous rappelle juste ce qu'on a fait la dernière fois, comme ça on va poursuivre la suite. Donc, on a vu comment créer un microservice. Les microservices qu'on avait créés, dans un exemple d'application, il y a Customer Service. Donc, c'est un microservice qui permet de gérer les clients. Ensuite, nous avons créé un microservice qui permet de gérer les produits, Inventory Service. Et vous me suivez? Donc, et après, il est question de travailler également sur le service, billing service, qui permet de gérer les factures. Mais avant de travailler ça, nous avons d'abord vu comment créer une gateway. Donc, c'était la troisième étape. Donc, nous avons vu comment configurer la gateway de manière statique. Et puis, comment configurer le système de routage de manière dynamique en utilisant Discovery Service. Donc, tout ça, on l'a fait la dernière fois. Bon, à la fin de la séance, on a buté sur un petit détail sur lequel, d'ailleurs, j'avais ajouté une petite partie de l'enregistrement de la semaine dernière pour vous montrer ce qu'il faut faire pour y aller. Donc, je vais revenir rapidement. Il faut juste noter, c'est que quand vous créez dans ces nouvelles versions de Spring, si vous êtes sur start.spring.io par exemple, ou bien sur Spring Initializer, si vous créez un projet Spring Maven par exemple, et vous voulez ajouter les dépendances, si vous choisissez Gateway, vous allez voir il y a deux gateways. Okay. Alors en fait, la plus classique, la plus ancienne, c'est celle-là. C'est Spring Cloud Gateway. Normalement, c'est ce qu'on devrait choisir dans notre démonstration. Mais tout récemment, juste pour vous parler de ça, parce que vous savez, dans Java, il y a en fait généralement, il y a deux types de gateway. Il y a deux modèles d'applications web. J'en ai parlé l'année dernière, si vous vous rappelez. Il y a le modèle avec des entrées-sorties bloquantes, c'est-à-dire le modèle multithread avec des entrées-sorties bloquantes. Et puis, il y a le modèle single-thread avec des entrées-sorties non bloquantes. Il se trouve que Spring Cloud Gateway, il est basé sur Reactive Spring. Donc, c'est un modèle de gateway avec des entrées-sorties non bloquantes. C'est-à-dire, c'est des single-thread avec des entrées-sorties non bloquantes. Donc, ce qui est utilisé généralement c'est celle-là, c'est Reactive Gateway. Mais depuis Java 21, il faut juste savoir, il y a quelque chose de nouveau dans Java 21, c'est ce qu'on appelle les virtual threads. Il se trouve qu'avec les virtual threads, on peut également créer des applications, non bloquantes. C'est-à-dire, avec le modèle classique de Tomcat, avec le modèle classique, on peut également créer, c'est-à-dire des applications non bloquantes en utilisant ce qu'on appelle les virtual threads. C'est ce qui est nouveau dans Java 21. Donc, j'aurai l'occasion un jour d'y revenir. Les virtual threads ont apporté beaucoup de choses pour les applications Java. C'est très intéressant. Par exemple, si vous regardez par exemple les microservices, par exemple Customer Service, donc ça, on utilise les entrées-sorties bloquantes, c'est-à-dire on est basé sur Tomcat, n'est-ce pas? Mais avec les virtual threads, tout simplement, même si vous travaillez avec le modèle classique, maintenant avec Java 21, avec la notion des virtual threads, on peut également gérer, c'est-à-dire on peut créer des applications réactives si vous voulez, en utilisant les virtual threads. Donc ça, c'est ce qui est nouveau. C'est pour cela que vous allez trouver, en fait, c'est-à-dire deux gateways. Il y a la gateway Spring MVC classique, ok? Spring MVC classique, c'est-à-dire avec les entrées-sorties bloquantes. Et après, vous trouverez Reactive Spring qui est basé sur Spring Reactive, c'est-à-dire ce qu'on appelle également Spring Web Flux ou bien Reactive Spring. Parce qu'en fait, il y a deux versions de Spring. Il y a la version MVC classique avec Tomcat notamment. Et puis, il y a la version Reactive Spring qui est basée sur Netty, qui est un serveur
qui est utilisé généralement, qui utilise les entrées-sorties non bloquantes. Vous voyez, donc à un moment donné, si vous voulez faire des applications réactives, il faut utiliser Reactive Spring. Si vous voulez créer des applications avec les entrées-sorties bloquantes classiques, bah, vous utilisez donc Spring MVC classique. Mais maintenant, avec le Java 21, avec les Virtual Threads, avec Spring MVC classique, vous pouvez également créer des applications qui utilisent la notion de, c'est-à-dire les single threads avec des entrées-sorties non bloquantes. Pourquoi? Parce que c'est géré au niveau de la JVM. C'est pas, je donne pas les détails là-dessus parce que c'est vraiment un sujet à part, les virtual threads. Mais en tout cas, nous la dernière fois on avait choisi donc Spring, plutôt la gateway, c'est-à-dire avec Spring MVC classique. Mais ce qu'il fallait faire plutôt, c'est de choisir Reactive Spring. Donc, autrement dit, la différence au niveau des dépendances, c'est tout simplement au niveau de... voilà, ici, donc, vous allez trouver Gateway. Ça, c'est Reactive Spring. Et l'autre, il faut ajouter ici MVC. C'est-à-dire, celle qu'on avait choisie la dernière fois, c'était plus MVC. Donc, si vous avez fait la même chose comme moi la dernière fois, donc vous supprimez donc, tout simplement MVC, vous actualisez. Et avec ça, vous pouvez continuer votre activité pratique normalement. C'est justement si le bin qu'on cherchait à créer la dernière fois, donc qui n'était pas disponible dans l'autre version, parce qu'il est traité d'une manière différente. Donc, une fois que vous créez ce bin, donc normalement, tout se fait correctement, il n'y a pas de souci. Autre chose, dans le fichier application YAML, alors dans application YAML, c'est-à-dire si vous utilisez la version Reactive Gateway avec plutôt MVC, dans le fichier app YAML, donc il faut trouver roots et après vous trouverez d'abord MVC. Il y a un MVC qui s'ajoute ici. C'est-à-dire vous trouvez root, MVC et après vous décalez, vous mettez ID, etc. Donc, alors maintenant, ce que j'ai fait, c'est que je suis revenu sur Reactive Spring et je retrouve la même configuration que vous avez dans les slides. Et donc nous avons un système qui marche bien. Donc j'avais déjà expliqué ça dans la petite démo, que je vous ai partagée. Alors ce que je vais faire, je vais démarrer l'application parce que nous avons maintenant les services que nous avons en fait quoi? On va démarrer d'abord. Le premier qu'on démarre, c'est quoi? C'est Discovery. Généralement c'est Discovery parce que chaque microservice qui démarre a besoin de s'enregistrer. Donc, Discovery Service, c'est le premier microservice généralement qu'on démarre. Et après, selon les cas, maintenant, on va démarrer Customer Service. Alors, Customer Service. Ensuite, il y a... Alors, normalement, ça marche, il n'y a pas de problème. Ensuite, il y a Inventory Service. Et ensuite, il y a la gateway. Voilà. Alors, c'est ça notre architecture. Donc, vous voyez, je démarre Customer Service, j'ai démarré Inventory Service, j'ai démarré Discovery et j'ai démarré donc, la gateway. Et pour faire le test, donc, on voudrait tester les services à travers la gateway. Comme on a une configuration dynamique, bon, il faut avoir cette configuration. On va utiliser localhost. Alors, le numéro de port de la gateway qu'on a utilisé, c'est, je pense, 88888. Je consulte d'abord le Discovery. Alors, d'abord, il faut que je voudrais consulter le Discovery Service. Ouais, donc, le Discovery Service, il montre bien que Customer Service est bien enregistré. Gateway Service est bien enregistré. Inventory Service est bien enregistré. Les services, ce service-là, il utilise le port 8081. Celui-là, c'est 8000, la gateway, c'est 8888. Et après, celui-là, c'est voilà, 8082. Et donc, pour consulter, donc, on va utiliser donc localhost 8888/customer service/customers. Alors ici, normalement, il faut mettre le nom du microservice en majuscule. Pourquoi en majuscule? Parce que vous avez vu que par défaut, Discovery Service enregistre les services avec du majuscule.
Mais si vous voulez indiquer à la gateway comme quoi, en fait, on voudrait préciser les URL, les noms des services en minuscules, ce qui est, si vous voulez, les standards, il fallait ajouter cette propriété-là au niveau de la gateway. Au niveau de la gateway. C'est celle-là, c'est Spring Cloud Gateway Discovery Locator lowercase service ID égale à true. Donc normalement par défaut c'est false. Donc si vous la mettez true, ça veut dire que maintenant sur le browser vous spécifiez les noms des microservices en minuscules. Et si vous la mettez, si vous gardez la valeur par défaut, les noms des microservices doivent être précisés tels qu'ils sont précisés dans le Discovery Service. En quelque sorte, ce qu'il fait, c'est que qu'est-ce qu'il fait la gateway? Il reçoit le nom, il reçoit la requête. Ok. Donc il reçoit la requête. C'est pas sur ce navigateur là. Donc il reçoit la requête avec la configuration dynamique. Il sait que le premier pas, ça représente le nom du microservice. Il le convertit en majuscule avant de demander à Discovery Service de lui donner l'adresse. Alors ici, a priori, il n'y a pas de problème. /1. Si vous mettez également inventory service /API/products, là également, ça marche, il n'y a pas de problème. Vous avez les ID des produits. Vous pouvez spécifier /ID. Bref, donc là, je retrouve l'état de l'application. Alors maintenant, on va passer à la suite. Alors, c'est quoi la suite? Donc, on va créer ce service-là, Billing Service. Alors, en fait, Billing Service, donc c'est un microservice un peu particulier. Pourquoi? Parce que Billing Service, il est lié à Customer Service. Parce que pour consulter une facture, j'ai besoin des informations sur le client. Et pour consulter une facture, j'ai également besoin des informations sur les produits. Ça veut dire ici, il y a une communication REST qu'on va utiliser entre ces deux microservices. Alors, on va voir maintenant comment on va gérer ça. Donc, on est dans quelle situation? Vous avez ici une base de données dans laquelle on gère quoi? Les clients, qui contient la table client. Vous avez ici, ce microservice gère une base de données qui contient quoi? Les factures. Et ce service-là va gérer une base de données qui contient les produits, n'est-ce pas? Vous avez ici les factures avec les éléments plutôt billing items ou le détail, product item. Et puis, donc, vous avez ici les customers et là, vous avez les produits. Donc, techniquement parlant, il y a une relation entre ces bases de données. Alors, justement, c'est ce qu'on va voir ici. Dans notre billing service, on va gérer deux entités. Donc, on va créer d'abord l'entité bill. Une facture est définie par son ID, par sa date. D'accord? Et les informations sur la facture. Une facture, normalement, appartient à un client. Alors, si une facture appartient à un client, sauf que cette fois-ci, les customers, ils ne sont pas gérés au niveau de billing service. Ils sont gérés au niveau de customer service. Donc, comment on va faire? Eh bien, tout simplement, on aura besoin d'une relation. Alors, comment exprimer cette relation? C'est que la clé primaire de customer va devenir clé étrangère dans facture, ce qui est assez logique. N'est-ce pas? C'est ce que vous faites dans une base de données normale. Donc, ce qui explique ici, vous avez ici un attribut qui s'appelle customer ID. Donc ça c'est par quoi? Parce que dans ma base de données facture, dès que je trouve une facture, je dois savoir cette facture appartient à quel client. Donc j'ai besoin de cette clé étrangère. Et puis donc un customer, plutôt une facture contient plusieurs product items. Alors chaque product item est défini par son ID, par le prix, la quantité, le prix, etc. Mais en même temps, chaque product item concerne un produit. Alors la même chose. Comment on va garder la relation? C'est que la clé primaire de product, il sera une clé étrangère dans la classe product item. Parce que chaque product item concerne un produit. Alors justement, c'est ce qu'on va essayer de voir. Comment on va créer donc ce modèle comme ça. Et comment on va essayer donc de gérer cette situation
Alors, on va voir quelque chose comme ça. Donc, vous avez Customer Service, dans lequel on va avoir à gérer une entité qui est Customer. Vous avez Customer Repository, basé sur Spring Data. Et vous avez le REST Controller. Alors, dans notre cas, on n'a pas créé ce REST Controller, mais nous avons utilisé Spring Data REST qui nous a généré un contrôleur, un web service automatiquement. On sait déjà que pour accéder à la base de données, pour gérer les données, on va utiliser Spring Data. On sait que la façon la plus simple dans Spring pour accéder aux bases de données, aux données d'une base, c'est utiliser Spring Data. Alors, la même chose ici. Alors ici, donc, notre Customer Service va gérer une seule table, une seule base de données qui contient une seule table. Et la table, c'est Customers. Alors, le deuxième service, c'est Inventory Service, dans lequel on va gérer des products. Vous avez Product Repository, c'est ce qu'on a déjà fait. Vous avez Product REST Controller, c'est ce qu'on a déjà fait. Et puis, pour gérer les produits, donc, nous avons utilisé Spring Data. OK? Alors maintenant, au niveau de Billing Service, nous allons créer deux entités. Il y a l'entité GPA Bill, c'est la facture. Et chaque facture contient plusieurs product items. OK? Alors, bien sûr, ici, pour gérer les factures, on va utiliser Spring Data. C'est-à-dire, dans la base de données, ici, on va avoir deux tables. Il y a une table facture, qui contient les factures, et une table product items. OK? Alors, c'est-à-dire, on va avoir cette situation-là, si vous voulez. Supposons, ça c'est le... Je vais faire ça. Alors, ici, donc, vous allez avoir une table à gérer, une table dans laquelle vous allez avoir le ID du client, le nom du client et son email. Donc ça, c'est les clients. Ça, c'est cette base de données ici. Vous avez 1, 2, 3, etc. J'ai le client A, le client B et le client C. Alors ici, vous allez gérer la table Product. Donc vous avez des produits qui sont créés. Par exemple, chaque produit est défini par son ID, par le nom du produit, par le prix, par la quantité. C'est les champs que nous avons choisis. Voilà. Alors, on a créé des produits. Alors, les ID, je rappelle, dans notre cas, ce n'est pas des entiers. Les ID, c'est des strings. Donc, ici, donc, il y a le ID. Par exemple, ici, l'ID numéro, par exemple, 1. 2, 3, 4. En tout cas, c'est des identifiants. Alors ici, c'est computer, c'est printer, c'est pas smartphone, etc. Vous avez des prix et des quantités en stock. Ça, c'est pareil. C'est deux bases de données, c'est pareil. Après, ici, au niveau de billing service, donc ça, si vous voulez, c'est ça. Voilà. Cette base de données là. Alors pour billing service, on va avoir deux tables. Donc il y aura, à chaque fois que je veux créer une facture, il y a le numéro de la facture, ID de la facture. Il y aura la date de la facture. Et puis il y a Customer ID. Il y a une clé étrangère. Customer ID. Il n'y aurait pas quelqu'un qui... J'oublie toujours la rallonge. Il y a quelqu'un qui a une rallonge? Hein? Je pense qu'il a une rallonge. Vous l'avez? Parfait. Ça m'évite d'aller chercher. Je n'avais pas besoin de la rallonge.
En fait, j'avais libéré, mais j'ai oublié que j'ai libéré un espace pour le chargeur. C'est pas grave. On l'a ici. Voilà. Comme ça. Alors, donc à chaque fois que je vais créer une facture, donc je vais avoir le numéro de la facture, la date de la facture D1. Cette facture concerne quel customer? Par exemple, si ça concerne le customer 1, qu'est-ce que je vais avoir ici? Le customer numéro 1. J'ai une deuxième facture dans une date 2, D2, toujours le customer 1. Et j'ai une facture 3 dans une date D3 qui concerne le customer numéro 2. Vous voyez donc déjà ici, il y a une relation avec quelle table? Voilà. Même si ce sont deux bases de données distribuées, on garde toujours les relations. Côté base de données, il n'y a pas de problème. C'est la clé étrangère qui permet toujours de lier une table avec une autre, même si on est dans des bases de données distribuées. Alors, après, chaque facture contient plusieurs product items. Alors, donc, on aura besoin d'une autre table, ici, qu'on va appeler product items, dans laquelle on va avoir un numéro, un ID. Bon, généralement, si vous voulez, ça c'est les lignes de commande, si vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'il y aura? Donc, vous dites, cette facture-là contient d'abord plusieurs product items. Ça veut dire qu'il y aura d'abord une clé étrangère. Ici, c'est la facture, c'est-à-dire bill ID. Donc, bill ID. C'est l'ID de la facture. Alors, par exemple, j'ai ici 1, 2, 3, 4, etc. Et bien, je vais dire tout simplement, supposons que dans la facture, j'ai 3 produits. Qu'est-ce que je vais avoir ici? Donc, la facture numéro 1, ça c'est la facture numéro 1, ça c'est la facture numéro 1. C'est-à-dire que dans la facture numéro 1 ici, il y a combien de items? Ici, il y en a 3. Il y a 1, 2, 3. Alors, c'est quoi le 1? Et bien, chaque product item, normalement, il concerne un produit. Donc, ici, je vais avoir une autre clé étrangère qui est product ID. Prod ID. Par exemple, ici, ça concerne le produit numéro 1. Et ça concerne le produit numéro 2. Et ça concerne le produit numéro 3. Et mais maintenant, add product item, c'est-à-dire dans cette facture, j'ai ce produit-là 1, mais avec quelle quantité? J'ai la quantité 10. Et là, j'ai la quantité, par exemple, 3. Et j'ai la quantité 5. Ça veut dire que dans cette facture-là, j'ai 10 produits. La quantité 10 produits de quoi? Du produit C. N'est-ce pas? J'ai 3 produits de quoi? P. Et j'ai 5 quantités de produits de smartphone, par exemple ici. Et après, on peut ajouter. Vous voyez ici, donc cette quantité que vous avez là n'a rien à voir avec cette quantité. Donc ça, normalement, c'est la quantité en stock. C'est le stock que j'ai. Mais cette quantité, c'est la quantité commandée. En quelque sorte, c'est la quantité commandée dans ce produit, dans cette facture. Et puis, parfois même, on ajoute le prix unitaire ici. Parce que souvent, le prix unitaire, le prix que vous avez ici, ça n'a rien à voir avec ce prix-là. Pourquoi? Parce qu'il se peut, par exemple, le prix de référence ici, ça coûte 500 dirhams, n'est-ce pas? Mais pour cette facture-là, pour ce client, je vais lui facturer le produit avec 450, n'est-ce pas? C'est-à-dire, en fait, le prix dans la commande peut être différent par rapport au prix de référence, n'est-ce pas? Ben, ça dépend, est-ce qu'il y a une remise, etc., etc. Donc, ça peut être en fonction du client. Est-ce que le client, par exemple, a des privilèges? Est-ce que c'est un bon client, etc. Donc, c'est-à-dire, parfois, il y a une politique de prix qui n'est pas traitée ici, mais généralement, les product items, vous allez trouver également les colonnes quantité, vous allez trouver le prix unitaire, vous allez trouver la remise, vous allez trouver plein de choses. Pour chaque ligne de commande,
il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire. Mais vous voyez donc ça, il y a une relation entre cette colonne et cette colonne, ici. Il y a une relation dans la même base de données, mais également il y a une relation avec Product ID. Vous voyez, ici. Donc ce qui fait que ça nous donne à peu près quelque chose comme ça. C'est juste pour vous dessiner un peu la réalité. Alors maintenant, supposons que je suis dans Billing Service. Alors si je veux des informations sur les factures, il n'y a pas de problème. Je peux utiliser Spring Data. Parce que nous avons vu avec Spring Data, je peux toujours consulter facilement la base de données des factures et des product items. Mais supposons dans Billing Service, j'ai besoin d'avoir des informations sur le client. Eh bien, je ne peux pas trouver les clients dans cette base de données. Donc, ça veut dire que je ne peux pas utiliser Spring Data. Qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois envoyer une requête HTTP vers le microservice Customer Service, et vers le web service, et c'est Customer Service qui va vers sa base de données. Il va récupérer le customer, et après, il va envoyer le résultat au format JSON, et après, je le récupère ici. Donc, ça veut dire que maintenant, mon microservice Billing Service a besoin de communiquer avec Customer Service. Maintenant, il me faut un moyen qui permet de communiquer avec un microservice. Donc, comment, à partir d'un microservice, je peux envoyer des requêtes terrestres vers un autre service remote? Eh bien, il faut savoir que dans Spring, vous savez, bon, on a vu Angular l'année dernière, pour envoyer des requêtes HTTP avec GET, POST, PUT, DELETE, nous avons utilisé HTTP Client, n'est-ce pas? Ceux qui travaillent avec React, vous avez Axios, c'est une librairie qui permet d'envoyer des requêtes. Si vous travaillez avec Spring, eh bien, sachez que vous voulez communiquer avec un web service REST. Et il y a une librairie, la plus ancienne, c'est REST Template. Donc, REST Template, c'est une API Spring qui permet de créer ce qu'on appelle un client REST. Alors, sauf que REST Template, c'est un framework, soi-disant, qui est ce qu'on appelle programmatique. Programmatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut programmer. Ça veut dire que pour pouvoir envoyer une requête HTTP, c'est à vous d'écrire le code. Vous écrivez resttemplate.get, vous spécifiez les paramètres, vous récupérez les résultats, et c'est à vous de faire la désérialisation. Il faut savoir quel est le type que vous allez retourner, etc. Donc, c'est-à-dire, si vous travaillez avec REST Template, c'est un framework qui est programmatique. Il faut savoir qu'il y a deux types de frameworks. Il y a ce qu'on appelle les frameworks programmatiques et les frameworks déclaratifs. Je n'ai la différence. Les frameworks programmatiques comme REST Template, il vous faut écrire le code. C'est à vous d'implémenter le code pour pouvoir l'utiliser. Alors que les frameworks déclaratifs, c'est des frameworks dont on n'a pas besoin de programmer. Qu'est-ce qu'on fait généralement? On ne fait que déclarer des interfaces. Je vous donne un exemple. Spring Data. Alors, Spring Data, est-ce que Spring Data est un framework programmatique ou bien c'est un framework déclaratif? Eh bien, Spring Data, c'est un framework déclaratif. Pourquoi? Parce qu'avec Spring Data, est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que je fais? Je crée que des interfaces. Je ne fais que déclarer des interfaces. Je déclare une interface, je déclare les méthodes que je veux. C'est le framework qui va faire le reste. Donc, c'est-à-dire le programmeur, lui, il ne fait que déclarer son besoin. J'ai besoin d'une méthode, voilà l'input, voilà l'output. J'ai besoin d'une méthode, voilà input, output. Et après, c'est le framework qui va faire le reste. Alors, Spring Data, c'est un framework qui est déclaratif. OK? Eh bien, la même chose avec la communication REST. REST Template, c'est un framework programmatique, mais il y a un autre framework qui s'appelle OpenFine. Alors, OpenFine, c'est un framework qui est déclaratif. C'est-à-dire, c'est ce que nous allons utiliser. Nous allons voir qu'avec OpenFine, on n'a pas besoin de programmer. La même chose, on va que créer des interfaces. On va déclarer l'interface et après, tout va marcher comme il faut. Alors, c'est ce que je vais vous montrer. Directement avec la démo et après, on va regarder au fur et à mesure. Monsieur, pardon. Oui. Dans le fait de l'architecture, ça veut aussi dire que les règles d'intégrité référentielle liées à la base de données, on doit les implémenter au niveau de l'application. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Alors ici, quand vous êtes dans des bases de données distribuées, vous avez certes des relations avec les primaires et les étrangères. Mais les règles d'intégrité référentielle ne peuvent pas être gérées par la base
de données. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si vous insérez une facture ici appartenant à un client qui est numéro 10, ben le SGBD n'a aucun moyen pour savoir est-ce que ce client numéro 10 existe. Est-ce que vous voyez? Pourquoi? Parce que les clients ne sont pas dans la même base de données. C'est-à-dire, ces règles d'intégrité, comment être sûr que une facture appartient à un client qui existe vraiment? Alors maintenant, les règles d'intégrité référentielle ne seront pas gérées au niveau des systèmes de gestion de base de données. Ils seront gérés où? Ils seront gérés au niveau des règles métiers de l'application. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on cherche parce que quand on est dans les systèmes distribués, d'ailleurs, quand on utilise les systèmes distribués, parce qu'en fait, les règles d'intégrité référentielle provoquent également des problèmes quand vous avez une grande quantité de données. Ça ralentit un peu, on va dire, les données. Et d'ailleurs, c'est pour cela que parfois, vous serez obligé de passer vers l'écosystème Big Data. Et quand vous êtes dans les bases de données MongoDB, Cassandra, ou si quand vous êtes dans une problématique Big Data, généralement, les enregistrements sont dans des machines qui sont différentes. Et quand on est dans des machines distribuées, donc les SGBD ne gèrent plus les règles d'intégrité référentielle, ils sont délégués aux applications. C'est les applications qui font ce travail. Ça, c'est une très bonne question. Monsieur, Oui. est-ce que ça veut dire que toutes les relations entre les microservices sont juste au niveau de la base de données? Il n'y a pas de référence d'une classe vers une autre? Si, alors c'est ce que je vais vous montrer maintenant, comment on va gérer ça. D'accord? Maintenant, au niveau base de données, on sait comment les relations sont gérées. Mais ici, au niveau des classes, nous allons voir justement comment procéder à ça. OK? D'accord. Alors, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais directement passer à la création d'un projet, d'un nouveau module, d'un nouveau microservice, new module. Alors, je ne sais pas si... Est-ce que la connexion est bonne? Parce que là, normalement, je devrais switcher. Pour être sûr. Bien. Alors, donc, je vais créer un nouveau module. Ajouter un module. C'est un projet Spring que je vais appeler Billing Service. Et donc, je vais utiliser Java 21. Le même groupe ID, c'est Maven. Next. Alors, à nouveau, donc, j'aurai besoin des mêmes dépendances de la dernière fois, si vous vous rappelez. Donc, j'aurai besoin de Spring Web. J'aurai besoin de Spring Data GPA. J'aurai besoin de la base de données, pour le moment, c'est H2 Database. J'ai besoin d'utiliser Lombok. Donc ça, j'ai besoin d'utiliser REST Repository si je veux créer un web service rapidement, RESTful. Et puis, donc, j'ai besoin de Discovery, Eureka Discovery Client, parce que j'ai besoin que le service s'enregistre dans Discovery Service. J'ai besoin d'un client de configuration, config client. Ça, c'est la même chose parce que à un moment donné, notre service va chercher sa configuration chez un autre service de configuration. Et puis, nous aurons besoin de OpenFine. Alors ici, donc, on a besoin d'utiliser Fine. Donc, c'est une OpenFine, donc c'est une dépendance qui est très utile, qui va vous permettre de communiquer facilement avec des web services RESTful. C'est le moyen le plus rapide, le plus simple. Avec Spring, c'est un framework déclaratif qui permet de faire ça facilement. Et quoi d'autre? Quoi d'autre? Voilà, Spring ATOAS. ATOS. Alors, c'est quoi en fait cette dépendance? Alors, je vais vous montrer tout à l'heure. Vous savez, le web service qu'on avait créé, on ne l'a pas vraiment créé. Il est généré par Spring Data REST, n'est-ce pas? Et si vous regardez les données de JSON que vous avez ici, que nous avons sur le browser, que nous avons montré tout à l'heure, exemple ici. Regardez ça.
si vous mettez par exemple /products, ça s'est arrêté. Allez, là. Regardez ces données JSON. Alors, les données JSON que vous avez là, ce format-là, c'est un format spécial, n'est-ce pas? Vous voyez ici, il y a links, il y a self, vous avez plein d'attributs. Donc, ça, ce format-là, le format que vous voyez là, le format JSON qui est généré. Alors, ici, Customer Service, Customers. Alors, pourquoi il s'est arrêté? Est-ce que j'ai arrêté quelque chose? Non? Si, il y a quelque chose qui cloche. Oui. Qu'est-ce qui cloche? Ce qui cloche, c'est que j'ai changé la connexion. J'ai switché la connexion. Ce n'est plus la même adresse IP. Et il se trouve que les microservices sont déjà enregistrés avec l'ancienne adresse IP. Donc, le démarrage n'est pas plutôt... Mais en tout cas, ça c'est... Je vais les redémarrer tout à l'heure. En fait, le format JSON qui est utilisé par Spring Data REST, c'est ce format-là. C'est le format ATOS, c'est un format spécial JSON. Et donc, quand on va envoyer une requête vers ce web service, il nous donne ces données JSON, ben, nous aurons besoin des classes qui utilisent le même modèle pour pouvoir récupérer ces données-là. Donc, c'est pour cela qu'on aura besoin d'utiliser donc voilà, Spring ATOS. Voilà. Je pense que je n'ai rien oublié. Créer. Alors, en même temps, je vais arrêter tous les services. Alors, vous avez aussi une fenêtre service donc, qui vous permet de gérer plusieurs services en même temps. Donc, si je veux redémarrer, donc j'ai Discovery Service, j'ai tout ça. Bon, je peux les démarrer directement à partir de là. Alors, une fois que je crée ce service-là, Billing Service, et bien on va d'abord créer les entités. Alors la même chose, donc je pense que Billing Service n'est pas détecté là, donc ça c'est toujours l'histoire. Donc s'il n'est pas détecté dans les modules, il faut l'ajouter manuellement. Alors Billing Service, comme ça il va le reconnaître en tant que projet Maven. Voilà, maintenant il l'a construit. C'est un petit détail dont j'ai parlé la dernière fois. Alors ici, donc, on va créer les entités. Donc, entities. Alors, quelles sont les entités qu'on va créer? Nous avons deux entités. Il y a facture et l'entité product item. Alors, une facture est définie par son ID. Alors, je suppose que ici, donc les factures, il y a des identifiants comme ça. Par la date. Alors, billing date. Par d'autres attributs. Et après, une facture correspond à un customer. Donc, c'est-à-dire, il nous faut maintenant dans la classe, il nous faut une clé étrangère. Alors ici, donc, je dois déclarer ici un attribut de type long. Customer, il est de type long, je vais utiliser Customer ID. Ça, c'est important. Et puis, j'ai une liste de product items. Alors, product items, je voulais égal new array list. Alors maintenant, ça c'est une entité GPA. Ça c'est l'identifiant. Generated value, donc stratégie, identité. Forcément ici on va utiliser one-to-many. Ok. Alors la classe product item, il faut qu'on la termine, mais je termine d'abord ça. Donc ici j'ai un constructeur sans argument, un constructeur avec argument. J'ai besoin des getters, j'ai besoin des setters et j'ai besoin du builder si vous voulez, d'une méthode toString si vous le souhaitez. Alors, product item, la même chose, c'est une entité. Donc, il nous faut un identifiant.
c'est un identifiant long. Donc ici ID. Alors chaque product item correspond à un produit. Donc ça veut dire que j'ai besoin de product ID. Donc ici long product ID. Une facture plutôt un product item correspond à une facture. Ici, pas de problème. J'ai la quantité. J'ai également le prix unitaire. Price. Je l'appelle unit price par exemple. Monsieur, je pense produit ID c'est de type string. Oui, vous avez tout à fait raison. Alors, on avait déclaré le ID de type string, donc on va mettre ici string. Tout à fait. Alors ici, donc l'identifiant ID, generated value, ID, la notation generated value, stratégie identity. Alors maintenant, les relations. Ici, vous avez minute one. Minute one. Parce qu'un product item correspond à une facture. Et ici, vous avez one to many. One to many. Donc ici, donc, j'ai choisi une relation bidirectionnelle. Et vous savez, quand vous avez une relation bidirectionnelle, vous utilisez mapped_by. Mapped_by, il faut spécifier dans l'autre classe, j'ai un attribut qui s'appelle bill. Ici, donc mapped_by bill. C'est-à-dire que cette relation one to many que j'ai ici, et la relation many to one que j'ai ici, c'est la même relation, c'est une relation qui est bidirectionnelle. Donc, techniquement parlant, ça y est, mes classes entités sont gérées comme ça. Mais, dans mon application, j'ai besoin de gérer, je sais que dans une facture, j'ai besoin du détail du client. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je peux définir une classe. Je peux créer une classe que je vais appeler customer, ici. Et je vais définir un customer avec son ID. Je vais déclarer que les attributs qui m'intéressent. Par son nom. Et par son email. Mais cette classe ici, ce n'est pas une entité GPA. Regardez, cette classe que j'ai ici, j'ai facture, product item, et vous avez ici, je suis lié à un customer. Donc ici, je vais déclarer un attribut de quel type? Customer. Alors ce n'est pas une entité GPA. Pourquoi? Parce que si je la déclare entité GPA, ça veut dire qu'il va me créer une table qui contient les customers. Or, les customers, ils ne sont pas gérés dans ce service. Ils sont gérés dans une autre base de données. Donc, quelle est la solution? Eh bien, je vais déclarer. Eh bien, justement, c'est un DTO, c'est un simple DTO ou c'est une classe du modèle. Donc, ça veut dire que dans build, je vais déclarer un attribut de type customer. Le seul problème maintenant, si vous déclarez ici customer, regardez GPA, il vous dit cette classe doit soit une entité GPA, alors ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une entité GPA, c'est juste une classe qui contient que les getters et setters, c'est tout. Je n'ai pas besoin de... C'est une classe du modèle. Et donc dans build ici, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais lui indiquer avec la notation transient. Donc vous savez, GPA qui a la notation qui s'appelle transient. Alors la notation transient, qu'est-ce qu'il indique? Il indique à GPA que cet attribut-là, il existe dans la classe, mais il n'est pas représenté dans la base de données. C'est-à-dire que GPA va l'ignorer. Donc c'est un attribut qui est là, dans votre classe, mais il n'y a aucune relation de cet attribut-là avec votre base de données. Donc c'est-à-dire, vous pouvez toujours ajouter des attributs dans vos classes, mais qui sont liés à c'est-à-dire à des entités, plutôt à des DTO, mais à condition, donc vous déclarez de type transient.
Alors, donc transient, c'est pour indiquer comme quoi cet attribut n'est pas persistant. Vous dites à GPA, j'ai cet attribut-là, j'en ai besoin dans mon application, mais dans la base de données, tu l'ignores, ça n'existe pas. Le GPA, il va fermer ses yeux. Quand il arrive à cet attribut-là, pour lui, ça n'existe pas. Alors, ce que j'ai fait avec ça, je peux le faire avec le produit. Donc, c'est-à-dire, je vais créer la même chose, la classe product. Oui. Donc, je vais créer une classe product ici. Comme quoi, dans product item, je peux déclarer un objet de type product, mais product n'est pas une entité GPA. C'est-à-dire, je vais avoir que ça. Donc, customer, il n'y a que les getters et setters, et product, il n'y a que les getters et setters. Je vais faire la même chose ici. Je vais créer. Normalement, ces classes-là, il ne faut pas les mettre dans les entités. Vous créez carrément un modèle, un package. Normalement, ça, c'est les DTO en réalité, n'est-ce pas? C'est le modèle, ou bien DTO, modèle. Donc, Add Customer, je vais la déplacer ici. Oui, c'est ça. Je la déplace ici. Et je vais créer également une autre classe Product. J'essaierai de donner un peu, on va dire, la même structure de product que j'ai dans Inventory Service. C'est comme si vous prenez la même structure que vous avez dans Inventory Service Product. C'est la même structure. Prenez les mêmes attributs. Et on va les mettre ici. Sauf qu'ici, on va ajouter que les getters et setters. On le laisse comme ça. Alors, maintenant, dans la classe product item, je vais dire un product item appartient à un produit. La même chose ici. Ce n'est pas une entité GPA. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois ajouter la notation transient, c'est-à-dire elle est là, mais il n'est pas représenté dans la base de données. Donc ça veut dire que vous voyez donc le diagramme de classe dans mon microservice. Il contient combien de classes? Building Service, il utilise 4 classes, n'est-ce pas? Mais parmi ces classes, quelles sont les classes qui sont persistantes? Il y a 1, 2. À 2, c'est des classes persistantes, c'est-à-dire ils sont représentés dans ma base, ils sont dans ma base de données. Mais les classes Customer et des classes Product, c'est des classes qui font partie de mon diagramme de classe, mais ils ne sont pas persistantes. C'est-à-dire la persistance, il n'est pas géré dans ce microservice, il est géré par un autre microservice. Parfait. Monsieur, oui. s'il vous plaît. Oui. Quel genre de questions faut-il se poser pour décider de prendre un groupe de classes spécifiques pour les mettre ensemble dans un même microservice? Comment? J'aimerais savoir les questions à se poser pour pouvoir décider de mettre un ensemble de classes telles que Bill et Product Item ensemble dans un même microservice. Comment fait-on pour décider? Vous parlez de ces classes-là ou de ces classes? Oui, de ces deux classes-là. Comment fait-on pour décider de les mettre ensemble dans un même microservice? Normalement, c'est en fait le découpage de microservices, déjà, ça a une problématique. C'est-à-dire, quand vous faites, par exemple, le e-commerce, alors vous dites, vous avez choisi le découpage, par exemple, un microservice pour gérer les produits, un microservice pour gérer les factures et un microservice pour gérer les clients, n'est-ce pas? Alors, est-ce que vous parlez de cette décision, comment on peut les séparer, c'est ça? Oui, monsieur, c'est ça. Oui, alors maintenant, il y a des cas qui sont simples, par exemple, comme une application de e-commerce, c'est très simple parce que on sait très bien que la gestion des clients, c'est quelque chose qui est séparé. La gestion du stock, c'est séparé. C'est-à-dire, il n'y a pas de relation. On peut les séparer sans problème. Et la facturation, les règles métiers de la facturation également, ça peut être traité par un service qui est séparé. Donc ça peut sembler plutôt assez logique. Mais peut-être même dans la facturation, il se peut qu'on a besoin encore de découper en deux ou pour une raison ou une autre,
on peut par exemple fusionner ce microservice avec un autre. Vous savez, il y a une méthode de conception qui s'appelle Domain Driven Design, DDD. Donc c'est ça, votre réponse, il se trouve là. C'est une méthode de conception qui consiste il y a une démarche qui montre comment, dans un projet, un grand projet, comment on peut le découper en plusieurs domaines. Et généralement, le découpage, ça dépend des métiers. Ok? Et quand vous faites le découpage, à un moment donné, vous regardez les interactions. Alors, si vous voyez que vous avez 2 microservices dont le nombre d'interactions est très important, c'est-à-dire à chaque fois que j'appelle une fonction, il appelle sur l'autre microservice. Si vous voyez que les interactions, généralement, ils sont très, très importantes, alors c'est un signe comme quoi peut-être ces 2 microservices, il vaudrait mieux les fusionner en un seul microservice. Donc, mais pour avoir une réponse assez claire, c'est pas qu'il n'y a pas de règle, c'est-à-dire intuitive. Il faudrait étudier des méthodes de conception comme Domain Driven Design, dans laquelle qui montre, c'est-à-dire il y a une démarche qui se vont utiliser et qui montre comment est-ce qu'on peut découper. Vous allez vers une banque, le domaine métier il est très grand. Alors comment on va découper ça en plusieurs sous-domaines? Et quand vous découpez en sous-domaines, il y a plein de diagrammes à faire. Donc ça, c'est un peu la procédure. Est-ce que c'est ça ta question? Oui, monsieur. Merci, monsieur. Alors, donc voilà. Donc ici, on se pose... Monsieur, s'il vous plaît, une question. Oui. Le Customer ID dans la classe Bill, ça fait référence au client qui a fait la Oui. commande, c'est ça? Oui, tout à fait. Vu qu'on a l'attribut Customer, qu'on vient de déclarer transient, on ne peut pas se passer Non. Non, justement, on ne peut pas s'en passer. Pourquoi? Parce que cette classe-là n'est pas persistante. C'est-à-dire, si vous mettez transient, c'est ce qu'on a fait ici. Si vous mettez ici, là, transient, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, ce n'est pas représenté dans la base de données. Du moment que vous dites à GPA, ce n'est pas la peine de représenter, donc il me faut la clé étrangère. Il faut l'ajouter explicitement. Si c'était une entité GPA, il n'y a pas de problème. Là, vous n'avez pas besoin de cet attribut-là. Pourquoi? Parce que déjà, vous êtes lié à une entité. Et ça, on a déjà vu l'année dernière comment gérer ces entités. Mais ici, ce n'est pas le cas. Est-ce que c'est clair? Oui. Voilà. Alors maintenant, donc, on aura besoin donc, de créer l'interface Bill Repository et nous aurons besoin de créer Product Item Repository pour gérer les 2 entités si vous voulez. Alors, donc on va créer une repository ici, repo. Je crée l'interface Bill Repository, extend GPA Repository. L'entité qu'on va gérer, c'est Bill et le ID, il est de type long. Ok. Après, j'ai besoin également de créer une interface Product Item Repository, extend GPA Repository, Product Item, Product Item, et le ID le de type long. Alors regardez, ça c'est intéressant. Si dans ce service-là, si j'ai besoin de consulter les factures, il n'y a pas de problème, j'ai Spring Data, n'est-ce pas? Si je veux consulter le détail d'une facture, j'utilise Bill Repository, Find by ID, Find All, j'ai ce que je veux. Si je veux les Product Items, il n'y a pas de problème, je fais Product Item Repository, Find All, Find by ID, donc je trouve mes données dans ma base. Mais supposons je veux maintenant un Customer. Je suis dans Billing Service, mais je veux les informations sur un Customer. Et bien, qu'est-ce que je vais faire? C'est là où je vais utiliser OpenFINE. Alors, pour utiliser OpenFINE, je vais créer 2 interfaces.
je vais créer un package que je vais appeler find, dans lequel je vais créer, il suffit de créer une interface que je vais appeler customer. Normalement, c'est customer REST client. C'est un client REST, ça. C'est-à-dire, j'ai besoin des méthodes qui permettent de communiquer avec le customer. Et là, c'est à vous de définir c'est quoi, vous avez besoin de quoi. J'ai besoin d'une méthode qui permet de retourner un customer. La méthode, je vais l'appeler par exemple find customer by ID. Qu'est-ce que je vais lui donner? Je vais lui donner le ID et il devrait me retourner le customer, n'est-ce pas? Je peux ajouter une méthode qui permet de retourner une liste de customers. Je peux ajouter, en fait, je peux créer des méthodes, etc. Alors maintenant, pour que cette méthode puisse fonctionner, eh bien, il faut utiliser cette annotation find client. Alors, quand vous mettez find client, vous spécifiez le nom du microservice. Comment il s'appelle le microservice? Customer service. Alors, que signifie ça? Et là, vous allez ajouter une annotation get mapping, get mapping, slash quoi? Est-ce que vous rappelez customer service? Normalement, il faut qu'on mette slash API slash, parce que je vais communiquer avec customer service. Donc, je dois mettre slash API slash customers slash ID. Si je veux normalement un customer avec son identifiant, il va falloir que j'envoie une requête HTTP avec quelle méthode? Get. Vers quel service? Customer service. Donc maintenant, si vous appelez la méthode find customer by ID, qu'est-ce qu'il va faire OpenFind? Il va envoyer une requête HTTP avec quelle méthode? Get. Vers quoi? Vers un service qui s'appelle Customer Service. Je n'ai pas besoin de savoir l'adresse du microservice. Pourquoi? Parce que OpenFind, il va automatiquement contacter Discovery Service, il va lui donner le nom, il récupère l'adresse. Donc vous voyez, donc Discovery Service, il me fournit l'adresse. Donc il va envoyer vers slash, il va récupérer l'adresse de ce microservice, il va envoyer la requête avec ce path slash API slash customers, mais maintenant il faut indiquer ce ID là, c'est un path variable, en utilisant la notation path variable. Donc, c'est-à-dire quand je donne ce ID à cette méthode, eh bien, il sera envoyé là. Donc, automatiquement, c'est ce qui va se passer ici. C'est exactement ça. C'est qu'automatiquement, il va envoyer une requête HTTP vers Customer Service qui va vers la base de données. Il récupère le customer. Il va m'envoyer les données en format JSON. Et après, OpenFind, il va prendre ces données JSON. Il va me les stocker dans un objet de la classe Customer. Mais attention, ça suppose que le résultat retourné par Customer, c'est-à-dire les données JSON, doivent porter les mêmes noms des attributs. C'est-à-dire quand je regarde JSON, je dois trouver un attribut qui s'appelle ID, name, email. Donc c'est-à-dire on devrait respecter la même forme des données JSON. Alors, je vais juste faire la même chose. Si ce n'est pas le cas, on peut utiliser un mappeur. Il y a des annotations pour mapper, etc. Oui. Alors, je vais ici créer une autre interface que je vais appeler Product REST Client. Oui. On peut utiliser longtemps ou bien GraphQL dans ce cas-là? Alors, en fait, non, c'est-à-dire déjà, bon, OpenFind, c'est REST. Donc, pas de GraphQL. Si vous utilisez GraphQL, ça, c'est autre chose. Si vous utilisez GraphQL, bah, vous aurez besoin de ce modèle que vous êtes en train de créer. Il faut créer un fichier GraphQL schema dans lequel vous déclarez vos classes, etc. Donc, c'est pas le même contexte. Donc, si vous travaillez avec REST, OpenFind. Si vous travaillez avec GraphQL, ça, c'est autre chose. Bon, je vais créer une autre interface que je vais appeler Product REST Client. C'est
C'est une interface. Eh bien, j'ai besoin, par exemple, supposons je veux récupérer un produit. Ben, je vais utiliser product. Je vais l'appeler get product by ID. Les noms des méthodes, il n'y a pas de convention. C'est à vous de les appeler comme vous voulez. Ok? Parce que là, je l'ai appelé find, mais vous pouvez également l'appeler get pour ne pas confondre avec Spring Data. Parce que Spring Data, c'est des méthodes find forcément. Alors ici, donc, product ID, ben, je donne le ID du produit, c'est ID. OK. Et la même chose ici, donc, je vais utiliser find client. Name égal à quoi? Inventory. Où se trouve le microservice? Inventory service. Et là, je vais utiliser la notation get mapping. C'est une méthode de type get slash API slash products slash ID. Alors, je vais d'abord démarrer pour... Monsieur, attention. Oui. Alors, déjà, bon, ça, c'est pas besoin. API product slash ID, tout à fait. Et là, j'ai besoin de quelle annotation? Path variable. Regardez bien. Je vais d'abord démarrer mes services parce que je les ai arrêtés. Donc, Discovery Service, je le démarre. Je démarre Customer Service. Je démarre Inventory Service. Je démarre Gateway. OK. Alors ce service-là, j'ai pas encore regardé. Déjà, si je consulte les customers. Si je mets ici slash customers là, alors ici customer service slash API slash. Alors customer service. Est-ce que c'est démarré? Alors ici donc j'ai customer service, il n'y a pas de problème. Discovery service, pas de problème. Monsieur, essayez de passer en navigation privée pour lancer voir. Les quoi? Essayez de passer en navigation privée pour lancer voir. Ok, mais ici, donc, j'ai spécifié le minuscule, n'est-ce pas? Ok. Alors, ici déjà, si je fais 8761, je vois bien que mes services sont bien enregistrés. Customer, il y a Gateway, il y a Inventory, il n'y a pas de problème. C'est pas de souci. Ok. Alors, si jamais vous avez ces problèmes, donc dans une fenêtre privée, donc comme ça, il va pas me faire sortir des choses. Alors, localhost 88888 slash customer service slash API slash customers. Alors, pourquoi j'ai ça? Alors, mais pourquoi il me fait le... Non, ça c'est... Monsieur, l'URL a été changé en... L'URL a été changé. Alors, j'ai utilisé la navigation privée justement pour qu'il ne change pas. Alors, ça c'est 8888 slash customer service. Ah. Customer. Oui, il a dû... Mais pourquoi il me fait cette histoire-là? À chaque fois, il bascule vers le majuscule. Bon, je vais faire ça.
Alors, 8, customer service, customers. Bon. Alors, ça, c'est minuscule. C'est bon. Alors, regardez. Regardez le format JSON que vous avez là. Supposons je veux consulter la liste des customers. La liste des customers, c'est un objet JSON qui contient un attribut qui s'appelle embedded, qui contient customers, qui contient les attributs, etc. Normalement, c'est pour pouvoir récupérer ça, il me faut créer une classe Java qui contient un attribut qui s'appelle embedded, à l'intérieur duquel il y a une classe qui contient quoi? Plutôt, il y a un attribut customers qui contient une liste de customers et chaque customer est défini par des attributs comme ça. Donc moi, je vais pas créer cette classe. Pourquoi? Parce que si vous vous rappelez, c'est là où j'ai déclaré ATOS. Eh bien, ATOS, qu'est-ce qu'il vous donne? Il vous donne un modèle. Supposons que je veux récupérer la liste des customers. Donc, ce que je vais faire, plutôt la liste des customers. Tous les customers, par exemple. Ben, j'ai besoin de créer une méthode. Ben, je vais faire copier-coller. Ici, je vais mettre quoi? Customers. Get all customers. Il n'y a pas de paramètres. Alors, si vous mettez list customers, est-ce que ça va marcher? Ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que, est-ce que ça c'est une liste? Non. Donc il me faut une classe qui représente ce modèle. Et bien au lieu d'utiliser une liste, je vais utiliser une classe qui s'appelle PageModel. PageModel. Vous voyez donc c'est ATOS. De quel type? De type Product. C'est-à-dire je demande à OpenFine, envoie-moi la requête vers cette requête. Tu récupères les données JSON. Et tu vas me les stocker dans un objet de type PageModel. Et j'ai mes données. Et après, moi, je peux utiliser ce que je veux. C'est customer. Hein? PageModel. Ah, pardon, de customer, pardon. Oui, tout à fait, vous avez. C'est PageModel de customer. C'est-à-dire, c'est un objet. PageModel, c'est ça. PageModel, c'est un objet qui contient embedded, qui contient une liste, ici de type customers. Et chaque customer, c'est un objet de type customer. Alors, la même chose ici, dans Product, j'ai besoin de tous les produits à un moment donné. Si j'en ai besoin, ben, je vais créer une méthode /products. Ici, je vais utiliser PageModel de product get all products. Et s'il n'y a pas de paramètres, et ça marche. Et ça devrait marcher. Ça ne marche pas encore. Alors, maintenant, si vous voulez que OpenFine puisse fonctionner, il y a une chose que vous devrez faire, c'est d'aller d'activer avec la notation Enable Fine Clients. Parce que si vous n'activez pas, c'est-à-dire au démarrage, Spring, avec ça, il va scanner ces classes, ces interfaces. Et quand il va les scanner, c'est lui qui va créer des implémentations pour ces interfaces. Il vous prépare un peu l'implémentation. Alors, comment on va faire pour tester? Je vais tester ça. Déjà, au niveau du fichier Application Properties, je vais faire copier-coller. Je vais prendre les mêmes propriétés ici. Donc, je fais pareil comme avec les autres. CTRL-C. Alors, billing service, c'est bien ça. Alors, le numéro de port, c'est 8083. La base de données, je vais l'appeler bills.db. H2 enabled true. Alors, la même chose ici, je vais activer Discovery. Voilà où se trouve Discovery Service. Je vais m'enregistrer avec l'adresse IP. Et quoi d'autre? Pour la config, je vais le désactiver parce que je n'ai pas encore créé un service de configuration. Et je veux également que le préfixe le web service, c'est /API.
Ici, donc, j'active Actuator, donc tous les endpoints de Actuator. Bon, c'est la même chose. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je veux insérer au démarrage, par exemple, de l'application, je vais insérer des factures dans ma base de données. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un command line runner. Alors, command line runner qui va s'exécuter au démarrage. Donc, je vais utiliser bin. Je vais injecter. Regardez ce que je vais injecter. Je vais injecter les interfaces. J'ai besoin de build repository. Parce que j'ai besoin d'ajouter des factures. J'ai besoin de product item repository. J'ai besoin de customer. J'ai besoin de consulter les clients. Qu'est-ce que je vais faire? C'est je vais injecter customer rest client. Et j'ai également besoin des informations sur le produit. Qu'est-ce que je vais faire? C'est product rest client. Supposons je voudrais récupérer la liste de tous les customers, la base de données. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser list customers égale à quoi? C'est customer rest client. J'ai déjà une méthode qui s'appelle get all customers. Donc vous voyez, donc maintenant je suis en train de communiquer avec un autre microservice. Mais ça retourne pas ça. Ça retourne un objet de type page model. Et si vous voulez la liste, vous appelez la méthode get content. Donc vous voyez, donc get content, il ne retourne pas une liste, il retourne une collection. Donc c'est-à-dire ici page model, si vous voulez la liste des données, bah, vous faites appel à la méthode get content. Je veux la liste des produits. Alors si je veux la liste des produits, donc qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais par exemple créer une collection de product. Donc products égale à quoi? Égale product rest client point get all product point get content. Normalement, on n'a pas besoin de récupérer tous les clients, mais moi ce que je vais faire, c'est que pour chaque client, je vais créer une facture. J'ai combien de clients créés? J'ai 3 clients. Donc je vais faire quelque chose comme ça, customers.for each. Pour chaque customer, je vais créer une facture. Et pour créer une facture, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une facture comme ça, bill égale, alors builder.build. Alors je vais définir maintenant, les informations sur la facture. Qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin, c'est quoi la date? Bon, la date, je vais utiliser la date système. C'est quoi Customer ID? Quel est Customer ID? C'est C. Vous avez ici pour chaque customer. C'est customer.get ID. OK? Donc, je vais enregistrer la facture. Pour l'enregistrer, je vais utiliser customer, bill repository. Save. Save quoi? Bill. J'ai une facture enregistrée. OK? Cette facture, je vais lui ajouter des product items. N'est-ce pas? J'ai une facture, j'ai des product items. Pour cela, supposons je vais ajouter tous les produits que j'ai. Donc, je vais utiliser product.forEach P pour chaque product. Je vais créer un product item. Alors product item égale c'est product item point. Alors je pense que product item, je n'ai pas utilisé j'ai oublié de mettre les getters, setters
un constructeur sans paramètres, un constructeur avec paramètres et builder. Donc product item.build, ok. Et avec ce product item, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais utiliser. C'est quoi la facture? C'est bill, n'est-ce pas? Donc ce product item correspond à cette facture. Et c'est quoi le product ID? C'est product que j'ai ici, .get ID. Et c'est quoi la quantité? Alors la quantité, je vais mettre un nombre aléatoire. New random par exemple. .next int. Par exemple de 10. Vous avez un nombre entre 0 et 10, mais je ne veux pas un 0. Je vais mettre un plus quelque chose. Alors pour le prix, price. Unit price. Alors ici, unit price, je vais prendre par défaut le même prix que j'ai dans le produit. C'est-à-dire, je vais prendre product.get price. Et après, je vais enregistrer product item repository.save. Alors, save quoi? C'est product item. Bon, ça c'est juste, qu'est-ce que je fais si vous voulez, le microservice quand il démarre. Ce microservice, quand il démarre, il va d'abord demander à ce service, donne-moi la liste de tous les customers. Il va demander à ce service, donne-moi la liste de tous les produits. Et puis pour chaque client, il va créer une facture. Chaque facture contient tous les produits avec une quantité aléatoire. Bon, c'est juste pour on va dire, comment on le dit, c'est remplir la base de données par des données au démarrage. Mais il y a un petit problème. Je sais le problème. Le problème, c'est regardez, ici, il n'y a pas de problème. Customer, est-ce que j'ai le ID? Ici. J'ai le ID, n'est-ce pas? Pourquoi j'ai le ID? Si vous vous rappelez, parce que Spring Data REST, par défaut, il ne sérialise pas le ID. Donc moi, je lui ai demandé de faire. Donc ici, je n'aurai pas de problème. Mais il faut que je vérifie pour products. Alors pour product, j'ai ici 8888/inventory service/products. Est-ce que j'ai le ID? J'ai le ID, il n'y a pas de problème. Mais si vous voyez qu'il n'y a pas ici le ID, si vous vous rappelez, on avait utilisé les projections. N'est-ce pas? Et si vous ne voyez pas le ID, vous ne l'avez pas activé, il faut utiliser, avec Customers, on avait une projection qu'on avait appelée projection. Je pense qu'on l'avait appelé all, quelque chose comme ça. Si? Oui. La projection all, je l'oblige à me donner tous les attributs. Donc, pour ça, on a présenté la dernière fois. Donc, de toute façon, il faut revenir sur ça. Donc, ici, on n'aura pas de problème parce que dans notre Customers, nous avons bien les ID. Donc, nous avons les données. Parce que si on n'a pas le ID, on aura un problème. Parce que le ID ici, il est très important. Bon, il faut le dire, parce que maintenant, ce qu'on est en train de faire, c'est pas du vrai. Pourquoi? Parce que la réalité, celui qui crée la facture, c'est l'utilisateur qui choisit les produits, n'est-ce pas? Mais si on ne choisit pas les produits, on suppose que je vais mettre tous les produits que j'ai dans la base de données. Donc, je fais juste quelque chose pour tester. Alors, on va démarrer le service, ce service-là. Billing service. On va regarder d'abord si ça marche. Bon, ici, il y a quelque chose, il y a un point virgule qui manque ici. Non, pas ici. Alors, ça. C'est return, monsieur. Return. Return args. Oui. Alors, je dois prendre tout ça. CTRL X. Parce que ça, c'est un command line runner. Il faut retourner une fonction qui contient tout ça. Tout à fait. Voilà. Alors, je démarre ce service.
Alors, je vais regarder ce qu'il y a dans la base de données. Donc, localhost. Je peux aller directement vers le service. C'est quel port? C'est 80, 83. Je passe pas via la gateway pour le moment. Et je vais utiliser h2 console. Alors, la base de données s'appelle BuildsDB. BuildsDB. Ok, merci. Allahu Akbar. Voilà. Alors, ce que nous avons. Vous voyez les factures? Alors, au démarrage, nous avons inséré combien de factures? 3 factures. Chaque facture correspond à un customer. Pour chaque customer, j'ai créé une facture. Maintenant, si je regarde Bills, Product Items. Alors, vous voyez donc ici, pour chaque facture, j'ai la facture numéro 1. Voilà. Il y a les numéros de facture. Vous voyez donc cette facture-là correspond à quel produit? J'ai un premier product ID, un deuxième, un troisième. La facture numéro 2, il y a combien de produits? 1, 2, 3. Avec quelle quantité? Vous voyez donc les quantités, c'est aléatoire. 5, 3, bon, j'ai fait des trucs aléatoires. Bref, donc au démarrage, j'ai généré des factures. Mais est-ce que j'ai géré ici l'intégrité référentielle? Si je l'ai géré de ma façon, pourquoi? Parce que quand je crée une facture avec un customer qui existe réellement. C'est-à-dire, avant de créer le customer, je vais d'abord vérifier est-ce que le customer existe. Comment je peux vérifier est-ce que le customer existe? Ben, j'ai la solution parce que j'ai ici, vous voyez, vous avez ici get customer by ID. Je peux toujours regarder est-ce que ce customer existe ou s'il n'existe pas. Alors maintenant, pour terminer, j'ai besoin de consulter une facture. Supposons que je vais créer un contrôleur qui permet de consulter une facture complète. Parce que maintenant, si vous faites localhost, vous passez via la gateway. Et vous lui demandez, je veux, comment il s'appelle déjà le service? C'est billing service / par exemple bills. Voilà, API. Tout à fait. Tout à fait. API / bills. Monsieur, il n'a pas encore ajouté Monsieur, la gateway n'est pas démarrée. Qu'est-ce qui n'est pas démarré? J'ai rien entendu. Alors, on n'a pas encore ajouté le Discovery Service. elle est sur la page Discovery Service. Parce que normalement, il devrait s'enregistrer. Si je regarde Discovery Service, je devrais l'avoir. Eureka, actualisé, vous voyez? Parce qu'en fait, au démarrage, il va s'enregistrer. OK? Alors, j'ai ici. Alors, pourquoi il m'a fait... Alors, c'est pas ce que je veux. On n'a pas que le contrôleur, oui. Alors, billing service, bills. Voilà. Alors, j'ai les factures. Mais regardez les factures que j'ai. J'ai la date, j'ai Customer ID, Mais regardez, Customer, il est nul. J'ai pas les détails de Customer parce que Spring Data REST, pour le moment, il ne sait pas comment chercher les Customers. Alors, moi, je vais créer quelque chose de personnalisé. Comment je vais faire? Donc, je vais créer un contrôleur. Je vais créer le package web dans lequel je vais créer une classe que je vais appeler build REST controller. Alors, build REST controller, qu'est-ce qu'il contient? Ben, c'est un REST controller. Je vais créer une méthode qui permet de retourner une facture. Bill. Get bill. Cette facture, je vais lui donner le ID de la facture. Et je voudrais qu'il me retourne la facture complète. Alors pour cela, donc j'ai besoin d'utiliser bill repository. J'aurai besoin de product item repository. J'aurai besoin de récupérer le client.
Et pour récupérer le client, donc je vais déclarer customer rest client. Et j'aurai besoin de product rest client. Normalement, ici, donc, je vais faire l'injection des dépendances. Vous savez, vous pouvez utiliser Hotwire sur chaque obligatoire, parce qu'il faut faire l'injection. Sinon, vous faites l'injection via le constructeur de mieux. C'est mieux si vous voulez. Je fais l'injection des dépendances. Alors maintenant, si je veux une facture, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je déclare une facture, bill, égale à quoi? Bill, c'est bill repository, find by ID. Find by ID. Ben, je lui donne le ID. Et vous ajoutez .get. Bon. Vous voyez donc, c'est quoi ça? Je vais vers ma base de données, je vais chercher une facture. Alors, cette facture que j'ai ici, est-ce qu'il contient le détail sur le client? Non, pourquoi? Parce que quand il va me chercher la facture, il va récupérer la facture, il va récupérer les product items, parce que c'est la même base de données, mais il ne va pas récupérer, ce customer. Pourquoi? Parce qu'il est transient. Il n'est pas représenté par la base de données. On va consulter. Je vais retourner return bill. Alors j'ai un petit problème là, j'ai une relation bidirectionnelle entre la classe bill et product item. J'ai une relation qui est bidirectionnelle. Donc si je consulte bill, vous voyez donc à l'intérieur de bill, j'ai product items et dans product items, j'ai bill. Donc je vais tomber dans une boucle infinie. Alors comment on va gérer ça? Et bien tout simplement dans product item, je vais lui dire ce bill là, je vais utiliser JSON property. Pour ça, c'est bricoler des solutions comme ça. Mais normalement, après, quand on va respecter les bonnes pratiques, nous avons les DTO et tout ce qu'il faut. Alors, JSON property, access, je vais le lire en write only. C'est-à-dire quand en read, quand je consulte une bill, il ne va pas être sérialisé en JSON. C'est-à-dire quand je suis dans product item, il ne va pas sérialiser la facture au format JSON, il va l'ignorer. Alors maintenant, je vais utiliser ici un get mapping. Alors c'est quoi le path? Le path slash. Maintenant, l'autre c'est slash API. Maintenant ici, donc je peux mettre directement bills slash ID. Et là, je vais utiliser path variable. Alors, je démarre. Je redémarre bill. Juste, il faut faire attention maintenant dans ce scénario-là. Si Customer Service et Inventory Service ne sont pas démarrés, il est évident que Build Service ne va pas démarrer parce que dès le démarrage, il va contacter. Parce qu'après ça, on va voir la tolérance aux pannes avec notamment avec Resilience 4J. On va voir que pour éviter ces exceptions au démarrage, ça c'est un problème que nous allons traiter après. Alors a priori donc il démarrait, donc je vais consulter la facture, je vais lui demander billing service slash quoi bills, c'est bien ça, slash ID. Il n'y a pas de API, je ne mets pas ici de API parce que en fait c'est pas, je veux pas le mettre tout simplement. Je vais lui demander de me consulter la facture numéro 1. Regardez ce qu'il me donne. Il me donne la facture, elle est là. C'est parce que je suis en mode privé, etc. Bon, il ne m'a pas formaté ça, donc je vais changer ce navigateur comme ça. Et je vais directement ici. Regardez la facture. Donc, j'ai ma facture.
ID égale à 1, j'ai la date. Est-ce que je connais Customer ID? Oui. Est-ce que j'ai Product Items? Oui. Donc chaque Product Item, j'ai son ID. J'ai son Product ID, j'ai la quantité, j'ai le prix. Mais regardez, Product, ici, il est nul. Donc je n'ai pas le nom du produit, je n'ai pas encore. Pourquoi? Parce que ça, c'est transient. La même chose ici. Regardez, Customer. Il est nul. Alors maintenant, j'ai principalement ma facture, elle est là. Mais il manque de données. Si je veux avoir une facture complète, ben, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tout simplement dire bill.setCustomer. Donc, c'est dans ma couche mythique que je dois faire ça. SetCustomer égale à quoi? Égale customer rest client point get customer by ID. Regardez, customer rest client. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'envoyer une requête vers customer service. Je vais lui envoyer quoi? Le ID du customer. Où est-ce que je vais trouver le ID du customer? C'est dans la facture, parce que je sais que dans Bill, j'ai customer ID. Donc, vous voyez, donc la clé étrangère, elle est importante ici. Si j'ai la clé étrangère, je peux contacter un service pour lui dire, donne-moi le détail de cette information. Ben, il va me retourner le customer et je vais l'ajouter dans Bill. Alors, si je fais maintenant ça, si je redémarre, je consulte la facture. Regardez. Maintenant, j'ai ma facture, mais ma facture contient le nom du client. Le nom, il est nul. Pourquoi il est nul? Parce que dans le Customer Service, l'attribut, on l'avait appelé name, n'est-ce pas? Mais dans le modèle, on l'avait appelé non. Donc, il n'y a pas de correspondance. Donc, ici, donc, je vais changer dans la classe Customer, ici. Je vais l'appeler name. Ou bien vous cherchez des annotations de mapping, etc. C'est démarré. Voilà. Alors, vous voyez donc ici, j'ai la facture avec le nom du client, j'ai son adresse email. Qu'est-ce qu'il me faut maintenant? Chaque product item, il me faut le nom du produit, le stock, il me faut les informations. Ben, je fais la même chose. Je vais faire dans le contrôleur, je vais lui dire bill.getProductItems .for each pour chaque product item. Alors product item.set product égale à quoi? Et bien je vais utiliser product rest client et j'ai la méthode getProduct by ID. Où est-ce que je vais trouver le ID encore? C'est dans product item. Donc j'ai product item, je le transmets, ben, je récupère le produit, je l'ajoute. On va trouver juste quelque chose d'assez intéressant avec OpenFine. Donc on va tirer la conclusion et après on va s'arrêter. Donc actualiser. Alors vous voyez maintenant j'ai une facture complète parce que j'ai les informations sur la facture, j'ai product items. Pour chaque product item, je connais le nom du produit, je connais le prix de référence, je crée la quantité en stock. Ici, bon, on ne gère pas le stock, à vrai dire, parce que ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, j'ai une information sur la quantité en stock. Mais il y a une différence entre la quantité que j'ai ici, vous voyez bien. C'est quoi cette quantité 8? C'est la quantité commandée de ce produit-là dans cette facture. Mais le stock, il y a combien? Ça, par hasard, il y a 8. Normalement, la quantité commandée doit toujours être... mais la même chose ici. Vous avez le prix unitaire. Il est égal au prix du produit.
Mais ça peut être différent. C'est pas toujours le même. Donc voilà, donc nous avons la facture. Alors en résumé, c'est juste la conclusion qu'il faut tirer, c'est ça. C'est quand vous êtes dans un microservice, regardez, vous êtes dans un microservice, si vous gérez des entités, si j'ai des entités qui sont dans la base de données, comment les récupérer? C'est avec Spring Data. On sait qu'avec Spring Data, il suffit de créer une interface, vous déclarez les méthodes et vous pouvez faire le mapping objet relationnel. Maintenant, si vous voulez récupérer des données qui ne sont pas dans la base de données, qui sont dans un autre microservice, ben, qu'est-ce que vous allez utiliser? C'est OpenFine. OpenFine, c'est comme Spring Data. Il suffit de créer une interface, vous déclarez les méthodes que vous voulez et ça marche. Donc, quelle est la conclusion? C'est que avec l'écosystème Spring Cloud, chercher des données dans cette base de données, chercher les données dans ma base de données ou bien les chercher chez un autre microservice, ben c'est la même chose finalement. Techniquement parlant, c'est la même chose. Pourquoi c'est la même chose? Parce que pour chercher les données dans la base, j'utilise Spring Data, je crée une interface, n'est-ce pas? Mais pour les chercher via REST dans d'autres microservices, je vais utiliser également une autre interface. Sauf qu'il y a une interface Spring Data et j'ai une interface OpenFine. Donc avec Spring Data, j'ai les données que j'ai dans ma base ici, mais avec OpenFine, je te demande, donne-moi les données, tu me les donnes. Avec cette interface de product, je vais te demander de me donner les produits, tu me les donnes. Donc c'est-à-dire que la communication, vous n'allez plus penser à ce problème-là, comment on va gérer les relations entre les données. Parce que je me rappelais la semaine dernière, vous avez commencé à poser ces questions-là. Du moment que nous sommes dans des microservices distribués, comment on gère d'abord la relation entre les données? Ça, on le sait. La relation entre les données, c'est toujours des clés étrangères, entre les bases de données. Mais maintenant, comment les microservices vont communiquer? Alors forcément, donc, vous avez donc, des frameworks comme, par exemple, pour REST, vous avez OpenFine, vous avez REST Client, vous avez REST Template. Il existe des librairies qui permettent à un microservice de communiquer facilement avec un autre microservice. Est-ce que c'est clair? Alors pour les gens qui sont à distance, est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Voilà, donc on a en quelque sorte résolu une première partie du problème. Donc quasiment l'essentiel on l'a fait. Donc vous voyez, donc on a créé donc Customer Service, on a créé Inventory Service, on a créé donc la Gateway, Billing Service. Nous avons vu comment faire cette communication. Nous avons vu également comment faire ces communications-là, tout ça. Il faut juste noter que OpenFine, on lui donne que le nom du microservice. Donc, quand il veut l'adresse, il contacte directement Discovery. Donc, ça explique cette flèche-là que vous avez ici. C'est-à-dire tous les services communiquent avec Discovery. Maintenant, qu'est-ce qui reste? La prochaine fois, on va parler de la configuration. Et on va parler de tolérance au pan, fault tolerance, notamment avec circuit breaker, avec encore des techniques qui font que quand il y a une communication qui ne marche pas, parce que d'ailleurs, c'est ce que vous allez remarquer, il suffit d'arrêter Customer Service, Billing Service ne va plus marcher. N'est-ce pas? Monsieur, le fait qu'il y ait des communications en réseau entre les différents microservices, ça entraîne un coût en termes de performance, j'imagine, parce qu'il y a Oui, des latences. il y a de... Alors justement, quand la quantité de données n'est pas très importante, chercher les données dans une base de données avec SQL et chercher des données via REST, c'est la même chose. Donc c'est ça, c'est-à-dire finalement que les données se trouvent là ou via REST ou bien via d'autres modèles. Mais par contre, quand il y a une grande quantité de données, quand l'échange est très important, alors là, on peut voir la différence. Et quand il y a beaucoup d'interactions, d'ailleurs, c'est l'expérience quand vous terminez cet exercice-là, parce que l'objectif final, c'est ça. Vous savez que quand vous faites ça, et vous obtenez ce résultat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les microservices fonctionnent. Ça veut dire que Billing Service, ça marche.
Ça veut dire que Customer Service également, ça marche. Vous voyez, donc parce qu'il me retourne des données ici. Ça veut dire que également Inventory Service, ça marche. Ça veut dire aussi que la Gateway, ça marche. Ça veut dire que Discovery Service, ça marche. Rien qu'avec ça, à la fin, vous pouvez dire que ça y est, mon système, il marche bien. Mais le problème, c'est que supposons, j'arrête un service, par exemple, je prends Customer Service, je l'arrête, Stop Customer Service. Alors, si je stop Customer Service, maintenant, je veux consulter la facture. Vous voyez? Ça, c'est le problème. Vous avez l'erreur 500. Il y a une exception. Maintenant, si Customer Service ne marche pas, je ne peux plus consulter les factures. Et c'est très grave. Donc, c'est là où on va utiliser le fault tolerance, c'est-à-dire voir si jamais je contacte le service et ça ne marche pas. Il y a des design patterns qu'on va utiliser, notamment qu'on appelle circuit breaker, qui fait qu'il utilise un mécanisme qui vous fait croire que ça marche. Même s'il ne vous donne pas vraiment les données actuelles, mais il vous donne quelque chose. Il vous donne un customer par défaut, parce qu'il va utiliser un cache, il peut utiliser des techniques qui font que, par exemple, c'est des techniques qui sont utilisées dans les applications. Mais après, avec tout ça, quand on aurait terminé ce système, après, on va commencer à critiquer ce modèle de communication synchrone. Parce que ça reste toujours, c'est une communication synchrone. Et après, on va passer vers la communication asynchrone avec Kafka. On va faire un cours sur les systèmes distribués asynchrones. Et on va voir comment créer des architectures microservices dans lesquelles on n'aura plus ce genre de problème de communication carrément, mais en passant par des brokers comme Kafka et en utilisant des patterns qui sont très connus comme event sourcing. Ça, c'est très important, c'est une partie qu'on va faire, event sourcing. Et le pattern CQRS. Alors ça, c'est quelque chose, une fois qu'on aurait terminé ça avec Docker, avec les outils DevOps, comment déployer ça, on va revenir sur le front-end également. Donc, c'est-à-dire, on va revenir sur Angular, parce qu'en fait, pour cette activité pratique-là, je vais vous demander de créer un client Angular, parce qu'on a déjà fait une partie l'année dernière. Et après, il y a la sécurité. Comment gérer la sécurité avec Keycloak, etc. Donc voilà, il nous reste 3 ou 4 chapitres qui sont très, 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 très importants encore, sur lesquels on va faire des démos comme ça et on va faire des activités pratiques. Et en attendant là, je pense que on va s'arrêter à ce niveau-là avant que le service tombe en panne. Est-ce que si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter à ce niveau-là. Donc on laissera la suite pour la semaine prochaine. Ça, c'est vraiment fatigant. C'est bon? Voilà. C'est bon, merci beaucoup. Monsieur, Oui. une question, mais c'est pas en rapport avec, c'est légèrement en rapport avec le cours. Avec quoi? Ce n'est pas tout à fait en rapport avec ce cours-là. Il s'agit de l'édition des documents. Une édition de documents. Oui, monsieur. Comme on vient de parler de factures, je me suis rendu compte qu'on n'a pas encore eu à faire l'édition des documents. Par exemple, faire une facture PDF. Oui, mais ça c'est justement dans la partie front-end. Vous me reposez la question, on va essayer de l'intégrer dans la suite. C'est-à-dire générer la facture au format PDF. C'est ce que vous voulez dire, c'est ça? Oui, monsieur. Oui, mais c'est pas compliqué, on va voir. C'est pas un problème. Ouais. Merci, monsieur. Voilà, bon week-end. Bon week-end. Alors, si vous avez un week-end lundi, c'est parfait. Qui travaille lundi? Tout le monde travaille. Ben voilà, donc bon courage et bonne journée. Ben, tout le monde travaille lundi. Voilà, bonsoir. Au revoir. Merci, monsieur. Slama, au revoir. Ben, prenez vos places, la photo du jour.